Les glioblastomes restent des tumeurs au sombre pronostic. Comment éviter les récidives presque systématiques? Eh bien, l'une des pistes explorées est fondée sur l'hétérogénéité des cellules tumorales de type souche. Monsieur le Président, l'orateur que vous allez accueillir va exposer comment celle-ci pourrait à terme représenter de nouvelles cibles thérapeutiques. Merci beaucoup. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Bernard Gister, un liégeois que je connais bien, qui a été proclamé docteur en médecine en 87 et qui a fait une double carrière à la fois de recherche au FNLS, notamment sous le patronage de Gustave Moulin ici présent, également une grande carrière de clinicien sous la direction du professeur Georges Franck. Donc, il a défendu son doctorat en sciences médicales en 91. Et puis, il a été nommé chargé qualifié au FNLS en 93. Il a effectué un séjour postdoctoral à l'Institut Pasteur à Paris en 97 et en 98. Il a ensuite défendu sa thésarification en 2000 et il a animé depuis, il est également chargé de cours de biochimie et physiologie à la faculté de médecine de l'Université de Liège et il continue ses activités cliniques de neurologie. Et en fait, depuis plusieurs années, il s'intéresse avec son groupe de recherche au mécanisme de récidive du glioblastome. Il a publié énormément de papiers dans ce domaine-là et il a supervisé une série de thèses et de chercheurs postdoctoraux. Et donc, il va nous entretenir sur cet exposé quels seraient les mécanismes expliquant la récidive du glioblastome. Bernard, tu as la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire, Mesdames, Messieurs, c'est un honneur pour moi de venir vous présenter les travaux de ces dernières années qui ont été menés dans le laboratoire. Et nous nous intéressons principalement à la récidive du glioblastome et j'espère vous convaincre, à l'issue de cette présentation, du rôle important des autres sous-ventriculaires dans ces mécanismes de récidive. Alors, première chose, peut-être pourquoi s'intéresser aux récidives du glioblastome? La réponse, elle est en deux temps. D'abord, il faut replacer les choses. Donc, le glioblastome est la tumeur cérébrale primitive la plus fréquente, mais également la plus agressive au niveau du système nerveux. Et quand on regarde l'histoire naturelle des patients qui présentent cette tumeur, ça représente à peu près 800 à 1000 patients dans notre pays par an, eh bien, on a une histoire assez caractéristique qui est résumée ici. Le diagnostic, le jour 1, il doit être fait de manière histologique. On ne peut pas se baser simplement sur de l'imagerie pour faire un diagnostic de glioblastome. Donc, il faut une biopsie, une résection tumorale. C'est le jour 1. Automatiquement, on va compléter l'acte chirurgical par une radiochimiothérapie. Radiothérapie qui va consister essentiellement en une irradiation de 60 degrés en à peu près 30 séances. Et ensuite, la chimiothérapie, elle va être basée sur l'utilisation d'un agent alkylant, le temozolomide. Et à l'issue d'une bonne, à peu près 9 à 10 mois de traitement, eh bien, à ce moment-là, le patient sera dans cette période de survie en progression libre, c'est-à-dire il n'y a pas de signe de récidive tumorale et ça va être relativement court cette période de temps parce que assez systématiquement la tumeur va récidiver et à ce moment-là la situation est beaucoup plus hétéroclite. En effet, le traitement que je viens d'évoquer en première intention, c'est ce qu'on appelle le protocole de Stupp, qui a été mis au point en 2005 et c'est bien standardisé, c'est utilisé par tous les centres de neurochirurgie à peu près au monde à l'heure actuelle. Par contre, pour les récidives, là, l'attitude est beaucoup plus différente d'un groupe à l'autre. Il n'y a pas d'attitude qui est bien clairement définie. Certains groupes réopèrent, d'autres refont une chimiothérapie en utilisant d'autres agents. Et beaucoup de patients entrent à ce stade aussi dans des essais cliniques et à l'heure actuelle, dans le monde, il y a à peu près en progression 2 à 300 essais cliniques suivant ces dernières années. Donc, malheureusement, donc, la mort va survenir assez rapidement et au bout de 18 mois d'évolution, la survie est moins que 5% à peu près. Donc, dans cette façon de voir les choses. Donc, la récidive du glioblastome est importante et nécessite vraiment qu'on s'y intéresse de manière importante. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait si peu de progrès depuis la mise au point du protocole de Stupp en 2005, puisque ça fait maintenant 18 ans? Mais ce n'est pas faute d'étudier le glioblastome. Ainsi, deux choses concernant justement
preuve montrant qu'il y a un intérêt important pour le glioblastome, c'est qu'on a revu au cours de ces dernières années, à 2 reprises, en 2016 et en 2021, les classifications internationales des gliomes, et notamment du glioblastome, et c'est basé essentiellement sur toute une série de découvertes sur le plan moléculaire. Maintenant, il y a toute une série de sous-classes de glioblastome sur lesquelles je ne vais pas rentrer dans les détails. Autre preuve également de l'intérêt qu'il y a pour cette tumeur, c'est que si on fait un panel global des 30 dernières années de la littérature avec le mot glioblastome dans le titre, eh bien on peut repérer 2800 papiers et on peut aussi classer 1300 papiers de ces 2800 dans des groupes en fonction de la nature du type d'étude qui a été réalisée. Et comme vous le voyez, ben, il y a 27 clusters qui peuvent ainsi apparaître. Ça montre bien évidemment la vigueur de la recherche dans le domaine, mais c'est aussi indicateur, je pense, d'autre chose, c'est-à-dire un autre événement, c'est que, bien évidemment, ça veut dire qu'on ne comprend pas encore ce qui se passe, parce que si les intérêts de recherche partent dans 27 directions différentes, c'est qu'on n'a pas vraiment une réponse claire à l'heure actuelle. Pour notre part, nous nous sommes beaucoup intéressés à l'aspect cellule souche du glioblastome, parce que nous pensons qu'elle joue un rôle relativement important justement dans le mécanisme de récidive. Alors, quand on a une telle image radiologique d'une tumeur, eh bien évidemment qu'il va y avoir une chirurgie. La pièce de résection est tout à fait particulière dans le cas du glioblastome, puisque à peu près 30% de ce que le chirurgien va réséquer n'est pas de la tumeur. En effet, ces tumeurs sont fortement infiltrées toujours par des neurones qui sont restés en place et qui fonctionnent toujours normalement, qui ne sont pas des neurones tumoraux. Il y a aussi pas mal d'oligodendrocytes qui ne sont pas tumoraux. Et puis, il y a énormément de cellules inflammatoires et de cellules immunitaires, malgré le fait que c'est une tumeur qui a un environnement immunologique froid, comme on dit, c'est-à-dire que les cellules immunitaires sont complètement au repos, malgré qu'elles soient extraordinairement infiltrantes. Et donc, la résection chirurgicale doit être la plus large possible, mais le chirurgien et les intervenants savent qu'il y a nécessairement, très vraisemblablement, des cellules tumorales qui sont laissées en place, et ces cellules tumorales vont être, en partie du moins, l'objet, en tout cas la cause d'une récidive qui va survenir, comme je viens de l'évoquer dans l'histoire naturelle de la maladie, qui va survenir au bout de quelques mois. Alors, une cellule souche de glioblastome, c'est essentiellement une définition opérationnelle. C'est une cellule qui est capable de donner naissance à une nouvelle tumeur. En effet, on sait de manière assez formelle, depuis 2003, les premiers travaux remontent à 2003, que cette tumeur, eh bien, d'un point de vue cellule souche, est en partie composée de ces cellules souches. Donc toute cellule tumorale du glioblastome n'est pas nécessairement capable de donner naissance à une nouvelle tumeur. Et donc si on doit résumer les caractéristiques de cette tumeur, c'est essentiellement une hétérogénéité. Ça a été soulevé, ce caractère hétérogène, dans d'autres tumeurs pas plus tard que ce matin. Il y a évidemment le caractère infiltrant du glioblastome. Il y a une haute capacité d'adaptation du glioblastome à son environnement tissulaire. Et ces caractéristiques sont liées, entre autres, à la présence de ces cellules souches de glioblastome. Alors, ces cellules souches de glioblastome, elles ont été étudiées par beaucoup de groupes, y compris donc le mien. Le groupe phare dans le domaine, c'est le groupe de Jeremy Rich à Pittsburgh. Et récemment, il a publié une revue dans Nature Review Cancer, où il a fait un parallélisme très étroit entre, d'une part, les cellules souches nerveuses normales qui sont présentes à des endroits bien définis du système nerveux adulte, chez l'humain, et les cellules souches de glioblastome, pour se rendre compte que finalement, elles sont très proches l'une de l'autre. En effet, elles vont partager à la fois toute une série de mécanismes qui vont expliquer qu'elles peuvent être influencées par des facteurs extrinsèques. Elles vont aussi partager toute une série de voies de signalisation intracellulaires qui sont tout à fait superposables d'un type cellulaire à l'autre. Elles ont toutes les deux une très grande capacité à réparer leur ADN, et notamment les cassures double brin de l'ADN.
Et ces cassures double brin, évidemment, cette préparation des cassures double brin explique en partie la résistance des cellules souches de glioblastome à la radiothérapie. Et enfin, chose aussi intéressante d'un point de vue de la récidive, ces deux types cellulaires sont capables d'une certaine quiescence, dormance ou encore de diapause, comme on dit à l'heure actuelle, et ceci peut expliquer aussi qu'elles vont être beaucoup moins facilement attaquables par les agents alkylants qui sont beaucoup plus efficaces lorsque la cellule est en cycle. Alors dans le laboratoire, nous étudions donc ces mécanismes de récidive du glioblastome et nous le faisons de manière assez systématique maintenant en utilisant des cellules de glioblastome venant de patients. Avec une grosse collaboration que nous avons avec le service de neurochirurgie à l'hôpital CHU à Liège, nous obtenons de manière assez régulière des pièces de résection tumorale. Classiquement, une partie de la pièce est conservée pour des analyses moléculaires, une autre est utilisée pour des analyses histologiques, et puis une partie est mise en culture. Et pendant des années, nous avons essentiellement réalisé des cultures en 3 dimensions, c'est-à-dire en suspension, pour obtenir ce qu'on appelle des tumorosphères, ce qui permet en fait de maintenir le caractère souche des cellules éventuellement présentes dans la pièce de résection tumorale. Mais depuis 3-4 ans maintenant, nous réalisons aussi à partir de ces pièces de résection des organoïdes de glioblastome, c'est-à-dire des petits morceaux de la pièce de résection qui sont mis en culture telle quelle pour essayer de maintenir l'architecture de la tumeur au niveau de la culture, puisque je vous évoquais il y a quelques instants le fait qu'à peu près 30% de la pièce de résection n'est pas constituée de tumeur sensu stricto, et c'est évidemment ce que l'on cherche à maintenir avec cette approche par organoïde. La dernière partie de la plupart de nos études consiste en fait à réutiliser ces cellules et à greffer ces cellules dans le cerveau, plus particulièrement, souvent, la plupart du temps, au niveau du striatum droit des cerveaux de souris adultes, c'est-à-dire des souris nudes qui sont capables d'accepter les xénogreffes, et on peut suivre de manière scintigraphique l'évolution de la tumeur, et on peut observer ici que la tumeur a envahi de manière absolument gigantesque tout l'hémisphère du cerveau de cette souris. Alors, à l'aide de ce bioessai, il y a déjà quelques années, nous avions mis en évidence, parce que nous voulions étudier justement comment le glioblastome pénétrait dans le tissu, nous avions été étonnés par le comportement suivant de cellules de glioblastome. Ici, c'était un glioblastome établi sous la forme d'une lignée cellulaire. Les cellules avaient tendance à migrer assez systématiquement au niveau du corps calleux dans le cerveau de la souris, on peut le voir ici, et allaient coloniser une région qu'on appelle donc la zone sous-ventriculaire, qui est le mur latéral des 2 ventricules latéraux, et qui constitue une des 2 zones neurogéniques. Donc c'est une niche neurogénique qui persiste dans le cerveau adulte, aussi bien chez la souris que chez l'homme. Dans les 2 espèces, les choses sont organisées un petit peu différemment au niveau histologique, mais fonctionnellement, c'est exactement la même chose entre le cerveau adulte de souris et le cerveau adulte de l'homme. Et donc on a toute une série de cellules tumorales qui colonisent de manière assez spécifique cette zone sous-ventriculaire. Ceci est obtenu aussi avec des cellules qui sont dérivées de patients. On observe que dans la zone sous-ventriculaire, il y a vraiment une migration spécifique de ces cellules qui sont issues de la masse tumorale par ailleurs. Et alors lorsque l'on remet en culture, des cellules que l'on va purifier spécifiquement ou de la zone sous-ventriculaire ou de la masse tumorale, on va observer d'une part que le nombre de tumorosphères que l'on peut dériver lorsque l'on s'adresse à la population issue de la zone sous-ventriculaire, eh bien ce nombre de tumorosphères est beaucoup plus élevé que l'on s'adresse aux cellules 87 ou aux cellules dérivées de patients. C'est une première chose, mais en plus, on peut démontrer que si on regreffe ces cellules à de nouvelles souris, eh bien, pour observer de telles tumeurs en première intention, il faut greffer à peu près 50 000 cellules. Quand on utilise la population de cellules dérivées de la masse tumorale, on peut descendre à 10 000 cellules pour observer une tumeur. Ici, nous n'avons plus besoin que de 100 cellules pour observer une tumeur. En clair, on a enrichi la capacité tumorigène de ces cellules qui sont prélevées dans la zone sous-ventriculaire d'à peu près un facteur 500 par rapport au départ.
Ce sont donc bien un comportement particulier des cellules souches de glioblastome qui a un tropisme particulier pour cette zone neurogénique. Alors, c'est évidemment intéressant et tentant de comprendre ce qui se passe à ce niveau pour toute une série de raisons. D'abord, c'est intéressant de se rendre compte que ce sont des cellules souches de glioblastome, très proches finalement des cellules souches nerveuses humaines, qui sont présentes dans cette zone et qui vont migrer spécifiquement dans cette zone. Ça, c'est la première chose. Mais d'un point de vue du mécanisme de récidive, c'est aussi intéressant de noter que on est à distance, dans la zone sous-ventriculaire, on est à distance de la masse tumorale, qui va être concernée essentiellement par la résection chirurgicale, et ceci donc pourrait constituer une sorte de réservoir pour les cellules, pour permettre justement la récidive tumorale. Alors pour affiner un petit peu cette hypothèse que nous aurions à faire ici un mécanisme de réservoir au niveau de la zone sous-ventriculaire pour expliquant en partie du moins les récidives de glioblastome, il fallait démontrer évidemment plusieurs choses. Il fallait démontrer d'abord quel était le mécanisme qui permettait aux cellules de quitter spécifiquement la masse tumorale et puis de gagner la zone sous-ventriculaire. Alors de manière extrêmement résumée, nous avons pu démontrer de manière assez formelle qu'une chymioquine, la chymioquine CXCL12, qui était appelée auparavant SDF1, est libérée au niveau de la zone sous-ventriculaire par deux types cellulaires, peu importe lesquels, et elle va agir sur une partie des cellules tumorales qui sont capables d'exprimer le récepteur au CXCL12, c'est le récepteur CXCR4, et cette migration orientée est due à cette signalisation CXCL12-CXCR4. Pour démontrer que c'est bien un réservoir, puisqu'on est à distance de la tumeur primaire, il fallait aussi démontrer que les cellules qui étaient dans la zone sous-ventriculaire étaient capables, quelque part, de résister à la radiothérapie. Et ceci a été également démontré 2 ans plus tard par des chercheurs de mon groupe, où lorsque les cellules de glioblastome sont présentes dans la zone sous-ventriculaire, elles résistent beaucoup mieux à la radiothérapie parce qu'elles réparent beaucoup mieux leur cassure double brin induite par l'irradiation dans le modèle murin. Au même moment où nous publions ces résultats, le groupe de Colin Watts et de Piccirillo à Birmingham a publié un papier démontrant que les cellules qui sont dans la zone sous-ventriculaire, ces tumorales qui sont dans la zone sous-ventriculaire, résistent beaucoup mieux aussi au traitement par hémosodomie que les cellules de la masse tumorale. Donc clairement, on a ici une sorte de réservoir au niveau de la zone sous-ventriculaire qui peut expliquer, du moins en partie, une partie des récidives que l'on observe chez les patients. Alors ceci est évidemment une approche expérimentale chez la souris, mais on a toute raison de penser que chez l'homme, ça doit également exister, pour 2 raisons. La première raison, c'est que toute une série de papiers ont bien démontré qu'il y avait un facteur de risque supplémentaire pour la récidive, c'est-à-dire qu'il y avait un risque de récidive beaucoup plus précoce s'il y avait une implication de la zone sous-ventriculaire au moment du diagnostic tumoral, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que nous avons pu démontrer de notre côté qu'en utilisant nous avons eu la possibilité de mettre en culture une zone sous-ventriculaire de cerveau humain, parce que nous avons pu disposer d'un cerveau humain très peu de temps après le décès du patient, qui avait fait don de son cerveau pour la séance. Et donc nous avons mis en culture les zones sous-ventriculaires issues de ce cerveau. La personne était âgée de 72 ans. Et une zone sous-ventriculaire humaine, c'est beaucoup plus gros qu'une souris, donc nous avions dû partager en 3 cette zone sous-ventriculaire, mais nous avions pu démontrer qu'on avait une sécrétion de CXCL12 dans cette zone sous-ventriculaire, principalement au niveau de la partie frontale, la partie rostrale de la zone sous-ventriculaire, beaucoup moins au niveau de la partie caudale ou occipitale. Alors, une question que nous nous sommes posée à ce moment-là, c'est comment est-ce qu'on peut expliquer que le CXCL12 va favoriser à la fois la migration orientée des cellules vers la zone sous-ventriculaire, mais également lorsqu'elles y sont présentes, comment est-ce que le CXCL12 va augmenter le taux de réparation au niveau de l'ADN, donc des cassures double brin. Et pour tenter de répondre à cette question-là, nous avons analysé le phosphoprotéome de cellules de glioblastome qui ont été stimulées pendant 1 heure avec du CXCL12. Nous avons observé qu'il y avait toute une série de protéines qui voyaient leur niveau de modification de phosphorylation bouger au bout d'1 heure. Et notamment, il y avait cette protéine, la protéine MKP1 ici,
qui est en fait une phosphatase à double spécificité, qui peut déphosphoryler aussi bien des résidus tyrosine que des résidus sérine-thréonine. Et de ce fait, elle avait tendance à moduler négativement l'activité d'une kinase, la kinase Jung, ce qui permettait d'activer, nous avons démontré cela, une protéine qui s'appelle MCL1 et qui stimulait la réparation des cassures double brin. L'autre protéine qui nous a interpellés, c'est la protéine Aurora A. Alors, Aurora A, c'est une kinase, et c'est une kinase qui est surtout connue comme étant fortement impliquée dans la machinerie mitotique, puisqu'elle va jouer un rôle dans l'établissement du fuseau mitotique au moment de la division cellulaire. Chose aussi qui nous avait intrigué, c'est que Aurora A est déphosphorylée, si on regarde son niveau de phosphorylation après une heure de stimulation par du CXL12, mais au contraire, si on regarde un petit peu plus tard, eh bien, Aurora A est fortement phosphorylée. Et donc, nous avons étudié un petit peu le rôle de cette kinase qui est normalement impliquée dans la machinerie mitotique, et nous avons pu démontrer que la signalisation par le CXL12 sur son récepteur va aboutir, entre autres, à une activation des kinases de type ERK, ce qui va augmenter la synthèse d'une protéine qui s'appelle Aruba et qui va favoriser l'autophosphorylation de Aurora A. C'est une kinase autocatalytique, Aurora, comme d'autres kinases, et son autophosphorylation sur la thréonine 288 va avoir des conséquences sur deux protéines qui sont impliquées dans la réorganisation du cytosquelette, CDC42 et la F active. Ça, sur le plan moléculaire, ça a été démontré. Ce qu'il nous fallait démontrer, c'est que Aurora A avait bien une intervention au niveau de la migration des cellules vers la zone sous-ventriculaire. Et pour démontrer cela, nous avons réutilisé notre bioessai classique de greffe de cellules dans le striatum. Nous savions que pour ce type de glioblastome que nous avions utilisé, la migration vers la zone sous-ventriculaire se déroulait surtout entre le 21e et le 28e jour de post-greffe, dans la 4e semaine post-greffe, et nous avons traité les souris à l'aide d'une substance, alisertib, qui est un inhibiteur de l'activité catalytique d'Aurora A. Et en mesurant la quantité de cellules qui sont présentes dans la zone sous-ventriculaire, on voit qu'on a un petit effet de l'alisertib sur la quantité de cellules qui sont présentes dans la masse tumorale. C'est évidemment lié à l'implication d'Aurora dans l'établissement du fuseau mitotique, mais surtout on avait une diminution tout à fait significative du nombre de cellules qui pouvaient gagner la zone sous-ventriculaire. Et donc cette kinase, Aurora A, joue un rôle dans la migration, alors que MTRB1 joue un rôle dans la réparation des cassures double brin. Plus récemment, nous nous sommes intéressés aux particularités qui pouvaient exister dans la population des cellules qui migraient spécifiquement dans la zone sous-ventriculaire. En effet, on peut raisonnablement se dire, puisque nous enrichissons notre population ici en cellules souches de glioblastome, voyons un peu quelles sont les différences d'un point de vue protéique, dans un premier temps, entre la population dans la zone sous-ventriculaire, population de cellules tumorales dans la zone sous-ventriculaire versus celle de la masse tumorale. Et c'est quelque chose que nous avons fait. Nous avons donc purifié les deux populations cellulaires et nous avons réalisé une étude sur le plan protéomique et nous avons pu démontrer par spectrométrie de masse que nous avions en fait 263 protéines qui étaient différemment exprimées entre les deux populations. Certaines d'entre elles sont très intéressantes parce que beaucoup sont impliquées, en tout cas 16 d'entre elles sont impliquées dans la régulation du mécanisme de traduction. C'est quelque chose que nous étudions, que nous voudrions étudier très prochainement. Mais surtout, nous sommes intéressés à cette protéine qui est beaucoup plus exprimée dans la population de cellules qui sont présentes dans la zone sous-ventriculaire, à savoir la protéine CD276 ou B7H3. Alors, les protéines B7 sont des protéines qui sont essentiellement impliquées dans les mécanismes de type cosignaux. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, une cellule présentatrice d'antigène va présenter un antigène sur un lymphocyte B capable d'y répondre, souvent il y aura un cosignal qui sera lié à une activité d'une protéine B7. Dans le cas qui nous occupe, ces cosignaux vont moduler la réponse du lymphocyte soit positivement, soit négativement.
Dans le cas qui nous occupe, c'est ici la protéine B7H3 qui nous intéresse. Et cette protéine B7H3, elle est présente non pas donc, sur une cellule présentatrice d'antigène, mais bien sur la cellule tumorale. Alors, le récepteur de ce cosignal B7H3 n'est pas connu. Et une chose qui est très intéressante, par ailleurs, c'est que il faut savoir qu'une protéine que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de PDL1, qui est donc un immune checkpoint pour lequel il y a beaucoup d'attention maintenant dans le domaine de la cancérologie, eh bien, l'autre nom de PDL1, c'est B7H1. Les deux protéines sont donc très proches structurellement. Et évidemment, la question que nous nous posons à ce niveau-ci, c'est, puisque PDL1 est capable de ralentir la réponse immunitaire au niveau lymphocytaire, qu'en est-il de B7H3? Est-ce que B7H3 exprimé spécifiquement par les cellules qui sont présentes dans la zone sous-ventriculaire, est-ce que ce B7H3 a tendance à ralentir l'activité immunitaire des cellules qui seraient éventuellement présentes? Parce qu'il faut savoir que dans la zone sous-ventriculaire, en fait, la barrière hémato-encéphalique est en temps normal nettement moins efficace que dans le reste du cerveau. À l'heure actuelle, il y a plusieurs projets en cours pour essayer de comprendre encore mieux ces mécanismes de récidive et peut-être de mieux encore documenter le rôle éventuel des zones sous-ventriculaires comme réservoir de cellules souches de glioblastome et donc mécanisme de récidive de la tumeur. Il y a, outre le rôle de B7H3 que je viens d'évoquer avec un peu plus de détails, nous étudions assez bien aussi maintenant le rôle d'un récepteur particulier à CXCL12, qui est un récepteur dit défectif, c'est-à-dire qui normalement ne provoque pas de signalisation, mais qui est fortement exprimé dans la plupart des glioblastomes. Ce récepteur s'appelle ACKR3, et ce récepteur a une affinité pour le CXCL12 qui est 10 fois plus importante que le récepteur normal CXCR4. Deuxièmement, nous avons mis au point, en collaboration avec le groupe du professeur Satzor au GIA Immunologie, un traitement par virothérapie oncolytique, mais surtout un traitement ciblé, c'est-à-dire que nous étudions les protéines qui sont à la surface des cellules souches de glioblastome afin d'en définir éventuellement, d'en obtenir des nanobodies qui sont utilisés pour permettre le ciblage de ces virus oncolytiques. Et nous avons récemment publié un papier en utilisant un nanobody anti-CXR4. Nous espérons que d'autres vont suivre dans les prochains mois ou prochaines années. Nous étudions également en collaboration avec un groupe du Luxembourg, du LIH, Luxembourg Institute of Health, l'étude des mécanismes de réparation de l'ADN et de leur rôle dans les récidives. Et puis plus récemment, nous avons commencé à nous intéresser aux gliomes pédiatriques, puisque les gliomes pédiatriques ne sont pas du tout identiques aux gliomes adultes. Il y a des similarités, évidemment, mais il y a aussi des spécificités en termes de forme clinique, spécificités en termes moléculaires. Et donc, une première des questions que nous essayons de répondre dans le cadre des gliomes pédiatriques, c'est qu'il existe bien, là aussi, des cellules souches de gliomes pédiatriques, et si oui, est-ce qu'il y a un rapport de ces cellules avec les zones sous-ventriculaires ou d'autres zones neurogéniques du cerveau humain en développement. Tout ce que je vous ai présenté ici, c'est évidemment grâce à l'aide de collaborateurs tout à fait efficaces et talentueux. Il y a toute une série de doctorants et de techniciens. Je voudrais souligner la très bonne collaboration que nous avons avec le service de neurochirurgie dirigé par le professeur Didier Martin et l'excellente collaboration que nous avons avec le docteur Arnaud Lombard, qui est chercheur clinicien au FNRS, postdoc, qui est actuellement en postdoc justement à la Salpêtrière à Paris, dans le service du professeur Carpentier. Nous avons depuis 2 ans aussi une collaboration très fructueuse avec le docteur Caroline Piet, qui est oncologue pédiatre pour tout le versant gliome de l'enfant. Et enfin, nous avons aussi la chance de pouvoir compter sur la collaboration de Mme Virginie Nerins, qui est première assistante dans le département de sciences biomédicales et précliniques à Liège. Je terminerai en disant que nos travaux sont supportés classiquement par l'Université de Liège, le FNRS et Télévis, le Fonds Léon Frédéric, de manière très régulière. Et puis, nous bénéficions aussi d'une excellente collaboration de toute une série de cliniciens et du CHU de Liège et du CHR, puisque toute la pédiatrie universitaire est sur le site du CHR. Je vous remercie.
Merci Bernard pour ce bel exposé qui est ouvert à la discussion, s'il y a des questions. Professeur Blancpain. Très intéressant. Est-ce que les inhibiteurs de CXCR4, il y en a qui sont utilisés d'ailleurs en clinique pour la mobilisation de cellules souches hématopoïétiques, qui sont l'AMT 3100. Exactement. Est-ce que ça, l'administration de cette molécule diminue le temps de récidive ou la colonisation? Il y a eu des études cliniques qui ont été faites et ça n'apporte pas vraiment de bénéfices. Maintenant, il faut savoir aussi que CXCR4, c'est un récepteur assez ubiquitaire, présent entre autres sur toute une série de cellules immunitaires. Et donc, quand on utilise ce type d'approche, c'est évidemment une approche pharmacologique qui va jouer sur tout. Et donc, c'est très difficile encore à l'heure actuelle d'avoir une idée précise pourquoi est-ce que ça ne marche pas, en tout cas en essai clinique, sur de petits nombres de patients. Mais indépendamment de l'effet sur les essais cliniques, est-ce que la migration des cellules vers les zones sous-ventriculaires est stimulée? Sur le plan expérimental, oui, je n'ai pas eu le temps de le démontrer, de le montrer ici, mais ça a été fait, ça a été publié. Dominique. C'était la même question que l'hématologue, l'AMD 3100 est utilisé depuis des années en clinique. Et je voulais savoir, est-ce que ça passe la barrière hématoménageuse En tout cas, chez la souris, oui. Oui, chez la souris, oui. Je ne sais pas dans les essais cliniques chez l'humain comment ils ont fait, mais en tout cas, chez la souris, oui, ça passe. Premier vice-président, d'abord, puis vous en venez après. Merci pour cet exposé. Moi, je vais vous poser une question très naïve. Les glioblastomes sont avec un pronostic associé à un pronostic très sombre. On a quand même des variables de récidive, on a quelques non survival, et il y a énormément de publications, comme vous l'avez dit, et on n'a pas de biomarqueurs de récidive en tant que clinicien. Et donc, ma question, elle est simple. Est-ce que le pourcentage de cellules souches qu'on pourrait mettre en évidence pourrait être un de ces biomarqueurs de récidive? Et comment les mettre en évidence? C'est quelque chose qui, en tout cas, évidemment, en tant que clinicien, moi aussi, ça m'interpelle, la difficulté que l'on a à savoir si on est en récidive ou pas. Classiquement, ce qu'on fait, c'est de suivre tous les 3 mois par résonance magnétique nucléaire les gens. Alors, on va avoir des images anormales, mais alors on ne sait pas très bien si c'est déjà un signe de récidive ou bien si c'est un problème de radionécrose post-radique ou d'une neuroinflammation post-chirurgicale et post-radique et post-argentinant. Pas facile du tout, donc il faudrait pouvoir, pour bien faire, avoir un diagnostic beaucoup plus certain de récidive. C'est la raison pour laquelle on a débuté un gros travail d'identification des protéines de surface des cellules souches de glioblastome, afin d'en définir toute une série de nanobodies qui seraient couplés ou à des agents théranostiques, d'un point de vue thérapeutique, ou bien à des agents de diagnostic par une approche type PET scan ou quelque chose comme ça. Voilà. C'est en cours pour le moment, mais je n'ai pas encore vraiment de résultats à présenter pour l'instant. Sur le modèle, nous ferons la salle, vous apportez le micro. Attends, le micro de seconde. Une question encore plus naïve qu'Isabelle. Avec son montant, où prend naissance le glioblastome? Est-ce qu'il prend naissance dans la région périventriculaire? Il y a toute une série d'arguments qui semblent démontrer que oui. C'est-à-dire que ce qui a été fait, c'est que, ça a été publié il y a 3-4 ans d'ici dans Nature. Un groupe a donc pris à peu près 300 glioblastomes où ils avaient la possibilité d'avoir la tumeur et d'avoir aussi des prélèvements qui avaient été faits dans la zone sous-ventriculaire du patient au moment de l'intervention chirurgicale. Et alors qu'il n'y avait pas de tumeur dans la zone sous-ventriculaire, il y a eu un séquençage de l'ADN qui a été fait et ils ont pu montrer qu'il y a toute une série d'anomalies de séquences de l'ADN déjà détectées dans la zone sous-ventriculaire qui se retrouvent et qui peuvent expliquer en partie le développement des tumeurs. Donc on pense que c'est en fait un problème lié à un progéniteur, donc dans la séquence normale, dans la zone sous-ventriculaire, au cours du développement, enfin chez l'adulte, sa situation est la suivante, c'est qu'on a une cellule souche nerveuse qui prolifère très peu. Elle fait de temps en temps une division cellulaire asymétrique. Elle va donner une cellule fille qui sera une cellule souche, l'autorenouvellement, et elle va donner naissance à un progéniteur qui sera très cyclant.
Et on pense que c'est dans ce progéniteur très cyclant qui va être le lit en fait de le développement de la tumeur. Le progéniteur cyclant va augmenter son nombre normalement et donner naissance à toute une série de neurones donc en temps normal. Et là, il y a une anomalie qui se produirait et qui mènerait en fait à la cancérisation et à l'apparition d'un tumeur. C'est la vue actuelle des choses. Peut-être d'abord, oui, peut-être encore une question. Est-ce que les nanobodies passent la barrière hématose? Dans une certaine mesure, oui. Et il est possible aussi de faire des constructions particulières avec des nanobodies, de faire un double nanobody, un qui serait dirigé contre le récepteur à la transférine et puis l'autre d'intérêt. Et là, ça passe relativement bien. Mais c'est beaucoup de construction d'un point de vue biotechnologique. Et merci pour cet exposé très intéressant. Ma question portait sur la personne qui avait donné son cerveau à 72 ans, qui a été étudiée, qui était une personne qui n'avait pas de glioblastome. Et donc, il y avait néanmoins ce caractère chimio-attractant sur la zone sous-articulaire. Et donc, ma question est de demander s'il y a, je dirais, une finalité chez le sujet normal au caractère chimio-attractant des cellules souches dans cette zone sous-ventriculaire. Les hématologues le savent mieux que moi. Normalement, le 6-12, donc on appelait avant le SZF1, c'est l'agent qui permet en fait de maintenir dans la moelle osseuse normale les cellules souches hématopoïétiques. C'est comme ça aussi qu'on va mobiliser les cellules souches hématopoïétiques en vue éventuellement d'une utilisation pour une greffe chez un receveur en donnant de l'AMD 3100, normalement qui relâche les cellules hors de la moelle. Donc on a ici donc une niche neurogénique. Est-ce que c'est un mécanisme par lequel on maintient les cellules à cet endroit-là? Si c'est possible, la discussion est ouverte, c'est une hypothèse tout à fait vraisemblable, évidemment. Voilà. Un réservoir. Un réservoir, oui. S'il n'y a plus de questions, je ne vois pas des questions sur le web non plus. Je remercie Bernard Wüstel.